Bonjour. Suite à ma vidéo sur mon histoire avec la musculation que je vous mets quelque part autour de celle-ci dans le petit i si vous voulez aller la voir avant celle-ci, vous m'avez demandé de faire une vidéo sur mes troubles du comportement alimentaire. Cette vidéo ne va pas être facile à tourner et à regarder je pense, mais je le fais pour vous parce que je pense que ça peut être d'utilité publique de parler de ce sujet. Je vais vous raconter tout mon parcours avec les troubles du comportement alimentaire, comment ça a commencé, comment j'ai fait pour me rendre compte que j'avais des troubles du comportement alimentaire et comment j'ai fait pour en sortir. Parce que pour les gens qui ont des TCA, troubles du comportement alimentaire, TCA. Je vais plutôt utiliser TCA parce que c'est plus court. Les gens qui ont des TCA, vous savez très bien que on n'en sort jamais vraiment. Il y a toujours cette petite voix dans la tête, même quand ça va mieux, qui vient toquer à la porte en mode t'es sûr que tu vas manger tout ça et que tu vas pas devenir absolument pardon, je sais pas si on a le droit de dire des gros mots sur YouTube. C'est pas grave. Tout commence en mars 2020. Je suis extrêmement mal dans ma peau. Depuis mon adolescence, j'ai toujours fait à peu près 55 kilos. Je n'ai jamais eu de gras sur mon corps, mais le confinement en 2020 fait ressurgir une meilleure amie que je connais depuis bien longtemps, l'anxiété. Étant donné le contexte mondial à cette époque-là, mon anxiété refait surface, je fais beaucoup de crises d'angoisse et je me venge sur la nourriture pour compenser. Je ne fais évidemment aucun sport, comme tout le monde je ne sors pas de chez moi et donc je ne prends pas du tout soin de moi, ce qui entretient un peu le cercle vicieux. Je me sens mal dans ma peau, donc comme je me sens mal, j'ai besoin de me venger sur quelque chose, je me venge sur la nourriture et voilà. Mais c'est super! Quelques mois plus tard, je ne sais plus quand exactement, mais je me retrouve à 65 kilos, donc 10 kilos de plus. Je ne peux plus me regarder dans le miroir sans pleurer, alors je vous l'accorde, 65 kilos pour 1m68, c'est pas gros, je me considère pas en surpoids. En revanche, quand on a été skinny toute sa vie, ça fait un drôle d'effet d'un coup de voir son corps changer comme ça et de ne pas se reconnaître dans le miroir. Mars 2021, un an plus tard, je ne rentre dans pratiquement plus aucun de mes vêtements, si ce n'est les trucs assez larges comme ça. Je décide de changer de vie, j'allais dire, un nouveau look pour une nouvelle vie, n'importe quoi. Je décide de me reprendre en main parce que j'en peux plus d'être dans cet état-là. Je suis pas du genre à me laisser abattre, je suis plutôt une battante. Donc je me sors les doigts du... Voilà, je vais pas te faire un dessin. Je commence les programmes de Sissi Mua, une influenceuse dans le fitness, dans le sport. Elle a une application qui s'appelle Train Sweat Eat, TSE. Donc moi je prends l'application à l'année, je prends l'abonnement à l'année et je suis 3-4 de ses programmes. En quelques mois, je perds mes 10 kilos que je considérais en trop. Je dis en trop entre guillemets parce que vous allez voir la suite de l'histoire est plutôt cocasse. Il faut en rire. Voilà, moi j'en rigole parce que je ne suis plus traumatisée mais c'était pas marrant à l'époque. Je retrouve mon poids de forme, mes 55 kilos. Voici la routine que j'avais à ce moment-là quand j'ai décidé de perdre du poids et que je suivais les programmes de Sissi. Je me levais le matin très tôt, je ne mangeais pas, je faisais ma séance à jeun, le ventre vide. Je faisais environ 5 séances par semaine d'une durée de 40 à 50 minutes, axée cardio et renforcement musculaire. Donc je ne mangeais pas le matin, je faisais le jeûne intermittent, je mangeais seulement le midi, au goûter et le soir. Mes plats se composaient uniquement d'une source de protéines végétarienne, parce que je suis végétarienne, 100 g de légumes, plus ou moins, une compote, des barres de céréales maison pour le goûter et c'est tout. C'est tout ce que je mangeais. Avec le recul, j'ai du mal à comprendre comment j'ai fait pour survivre aussi longtemps. Si je devais estimer à peu près combien je mangeais à cette époque-là, ce serait entre 1000 et 1300 calories par jour en fonction des jours. Il y avait des jours où je mangeais plus ou moins. Je refusais toute sortie avec mes amis, les repas de famille, afin de contrôler ce que je mangeais. Je savais que si je sortais, je n'allais pas pouvoir contrôler ce que je mangeais. J'allais devoir manger à l'extérieur des choses que je considérais à ce moment-là pas vraiment saines. Je ne voulais absolument pas sortir de ma routine alimentaire par peur de reprendre le poids que j'avais perdu, donc je me renfermais sur moi-même, je m'isolais. Et tout ça, je pensais que c'était très sain parce que je me disais, ma grande, t'as des objectifs qui sont plutôt ambitieux pour ton corps, donc pour obtenir ce que tu veux, tu dois faire des sacrifices, c'est normal. C'est normal. Déjà là, à ce moment-là, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Bref. Évidemment, quand je vois que je perds plutôt rapidement mes 10 kilos, je me sens hyper bien dans mon corps. Mais étant quelqu'un de très ambitieux, je veux toujours plus. En dessous des 55 kilos pour 1m68, je sais pas ce que je voulais en plus, à part perdre la vie. Je sais pas où je voulais en venir exactement, mais bon. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net! Alors je me moque de la Laura de l'époque, mais en vrai j'ai un peu de la peine pour elle à ce moment-là, de la compassion, parce qu'en fait quand je me regarde dans le miroir, à ce moment-là, même si j'ai perdu mes 10 kilos, que je suis revenue à mes 55 kilos, je vois toujours ces 10 kilos supplémentaires sur moi dans le miroir, je me vois toujours aussi grosse. On appelle cela dans le milieu médical le dysmorphisme. Je vais vous lire la définition parce que je ne suis pas médecin et je veux pas vous dire de bêtises. Le dysmorphisme en psychologie désigne le décalage
pathologique entre la réalité et la manière dont la personne perçoit son corps. Donc quelqu'un qui souffre de dysmorphie peut se voir plus grosse qu'elle ne l'est réellement ou plus mince qu'elle ne l'est réellement. Moi, à cette époque-là, je me voyais comme j'étais il y a un an, c'est-à-dire avec mes 10 kilos supplémentaires alors que je les avais perdus. Le cerveau est une magnifique machine quand on sait bien s'en servir, mais quand on l'a cassé, c'est chiant, bordel. Merde! Je me dis que pour atteindre mon objectif, je dois m'entraîner toujours plus et manger toujours moins. J'ai la sensation que le moindre écart, le moindre cookie, le moindre brownie, le moindre fast-food me fera reprendre immédiatement les 10 kilos que j'avais perdus. Le problème là-dedans, c'est que la nourriture devient mon ennemi. J'angoisse à chaque repas qui arrive. J'ai les larmes qui montent. Chaque repas devient un moment douloureux. Je ne vois plus du tout mes assiettes comme une façon de garder mon corps en vie et de le nourrir, mais comme des calories qui pourraient potentiellement me faire grossir de nouveau si c'est mal géré. Chaque aliment devient un chiffre que je diabolise à l'excès. Je ne le savais pas à l'époque, mais on appelle ça des troubles du comportement alimentaire, TCA. On peut aussi appeler ça de l'anorexie mentale. Comme pour le dysmorphisme, je vais vous lire la définition. L'anorexie mentale se caractérise par une restriction des apports alimentaires durant plusieurs mois, voire plusieurs années, conduisant à une perte importante de poids associée à un certain plaisir de maigrir et une peur intense de prendre du poids. La personne souffrant d'anorexie mentale a le sentiment d'être toujours en surpoids et cherche à maigrir par tous les moyens. Cela passe notamment par le contrôle des calories de tous les aliments consommés, également par une pratique souvent intense d'activité physique qui génère chez la personne des émotions positives et participe à l'amaigrissement. Voilà. Étant donné ce que j'ai décrit, j'étais exactement là-dedans. Je me rendais pas compte à l'époque parce que je pensais que faire du sport, c'était sain. Et je me rendais surtout pas compte de la relation malsaine que j'avais créée avec la nourriture à ce moment-là. Putain, mais je vais pas me mettre à pleurer, bon sang. Courant 2021, vers l'été à peu près, il y a les premiers symptômes qui commencent à arriver suite à ma perte de poids. J'ai de l'acné à outrance qui apparaît sur mon visage, j'ai des plaques rouges absolument partout, des kystes qui sont très très douloureux et qui parfois même m'empêchent de dormir la nuit. Il faut savoir que moi, à l'adolescence, je n'ai jamais eu un seul bouton. Et là, d'un coup, à 22 ans, j'ai de l'acné partout sur le visage. Malgré de nombreux traitements et nombreux dermatologues consultés, je n'arrive pas à soigner cette acné qui d'un coup arrive subitement sur mon visage. Je perds mes cheveux excessivement. Je saigne très souvent du nez. Je suis fatiguée tout le temps et mon corps encaisse de moins en moins le moindre effort physique. Lorsque je me lève d'une chaise, j'ai la tête qui tourne et la vision qui se trouble. Je n'ai plus aucun contrôle sur mes émotions. Je pleure très souvent, je me mets facilement en colère, je suis irritable alors que je suis plutôt de nature très joyeuse. Mes règles deviennent irrégulières, voire parfois il y a des mois où je ne les ai pas du tout. Lorsque tous ces symptômes apparaissent, je ne fais absolument pas le lien avec le fait que je suis en train de m'affamer. Marine! Quoi? Ce qui se passe, c'est que je dépense beaucoup plus d'énergie que je ne donne à mon corps. Du coup, on est sur une courbe descendante. Mais encore une fois, à ce moment-là, moi, je suis en mode pisse, quoi. Je suis hyper fine, c'est fun. Y a aucun problème, quoi. Tout va bien. Bah ouais, il y a tout qui va bien, ouais. Septembre 2021, je décide de me mettre à la musculation pour me raffermir un peu parce que je suis très fine mais absolument pas tonique. Et là, je fais le yo-yo durant des mois. Je prends du poids, je perds du poids, je prends du poids, je perds du poids. Encore une fois, je l'ai expliqué dans ma vidéo YouTube sur mon parcours avec le sport et la musculation que tu peux aller voir en cliquant sur le i. Je sais jamais s'il est à droite, à gauche, j'en sais rien. Quelques mois passent et à force de faire de la musculation, de voir des gens à la musculation, de consommer du contenu musculation sur les réseaux sociaux, je me rends compte que j'ai plus du tout envie d'être fine, mais que j'ai envie d'être musclée. La nana ne sait pas du tout ce qu'elle veut, c'est absolument super. Ah, c'est la décadence. Hein. À ce moment-là, je suis plutôt skinny comme ça, un petit verre de terre très très mignon, et je me dis, bah non, en fait, j'ai plus envie d'être comme ça, je veux être comme ça. Hyper bulky, hyper musclé. L'opposé quoi, l'opposé. Décide-toi. Je me renseigne un peu pour tenter d'avoir ce physique et je me rends compte que pour être aussi musclé, il faut beaucoup manger. Vraiment beaucoup. Pour rappel, à ce moment-là, je mange entre 1000 et 1300 calories par jour et à force de faire des recherches, je me rends compte que ce genre de physique très musclé consomme environ 2000 calories par jour. Évidemment, cette donnée varie en fonction de la taille de la personne, du poids de la personne, son activité physique par semaine, mais si je fais une moyenne, c'est environ 2000 calories par jour. Entre 1000 et 2000, même très grande fourchette, grand espace quoi. Là, dans mon cerveau, il y a les fils qui se touchent.
parce que j'ai envie d'avoir ce physique. Véritablement, au plus profond de moi, c'est ce qui me correspond. Mais je suis terrifiée à l'idée d'augmenter mes calories et de reprendre du poids. Mais je n'en pouvais plus de ne pas me sentir bien dans mon corps parce que, comme je l'ai dit, malgré le fait que je sois skinny, à ce moment-là, ça ne me va toujours pas. Ce n'est toujours pas assez pour moi. J'en ai marre de pas atteindre mon objectif. J'en ai marre de pas aimer ce que je vois dans le miroir. Même si je faisais beaucoup de musculation, je prenais pas un pet de muscle. D'ailleurs, je grossissais plutôt parce que je ne mangeais pas assez. Et là, tu es probablement en train de te dire, mais comment tu peux ne pas beaucoup manger et quand même prendre du poids? Ça s'explique scientifiquement. J'avais tout simplement ralenti mon métabolisme. Alors, par définition, le métabolisme, c'est la capacité du corps à utiliser l'énergie qu'il produit à partir des aliments qu'il ingère. Et selon chaque personne, le temps et l'énergie dépensée par le corps pour métaboliser les nutriments est différent. On peut avoir un métabolisme lent ou rapide. Tout d'abord, le métabolisme rapide. C'est quand l'organisme consomme beaucoup d'énergie dans la journée pour faire fonctionner le corps. Ici, l'énergie n'est presque pas économisée ou stockée. Elle est soit utilisée complètement ou alors rejetée. C'est pour ça souvent que les personnes avec un métabolisme rapide ne prennent pas beaucoup de poids, c'est parce qu'elles éliminent rapidement ce qu'elles ingèrent. A contrario, il y a le métabolisme lent qui est la situation dans laquelle j'étais moi quand je faisais beaucoup de sport, que je mangeais pas beaucoup mais que je prenais quand même du poids. Un organisme avec un métabolisme lent aura besoin de moins d'énergie pour remplir ses fonctions vitales. Le corps prend l'habitude d'économiser ce qu'il n'utilise pas et de le stocker sous forme de graisse pour plus tard. Donc à l'époque, je ne perdais pas de poids, je ne prenais pas de muscles et surtout je prenais du poids parce que j'avais cassé mon métabolisme, je l'avais rendu lent de par mes petites bêtises avec l'alimentation. J'avais clairement mis mon corps en mode survie et il n'avait pas d'autre choix que d'économiser le peu que je lui donnais pour plus tard afin de ne tout simplement pas mourir. Voilà. Et justement, quand je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de sport, que je mangeais pas beaucoup mais que je prenais quand même du poids, je me suis renseignée sur le sujet, j'ai découvert le terme de métabolisme lent, métabolisme rapide. Je me suis rendu compte que j'avais cassé mon métabolisme, qu'il était devenu lent et qu'il fallait donc impérativement que je trouve un moyen de le rendre de nouveau rapide. Tout ça afin d'éliminer du gras et de prendre du muscle. Je me suis fait violence et je me suis renseignée sur comment augmenter petit à petit ses calories. Et tout ça idéalement sans exploser au niveau du poids. C'est là que j'ai découvert le principe de la reverse diet, la diète inversée en français. On conseille souvent la reverse diet quand on a atteint son objectif physique et qu'on stagne, qu'on n'arrive ni à prendre du poids ni à perdre du poids, qu'il ne se passe plus rien. J'avais même trouvé sur le sujet à quel moment débuter la reverse diet une fois que vous avez atteint votre objectif de perte de poids ou si vous arrêtez d'en perdre après avoir suivi une restriction calorique qui fonctionnait auparavant, ce qui était mon cas. Si tu sens que c'est le bon moment pour toi de commencer une reverse diet, tu dois commencer par calculer ton métabolisme de base, c'est-à-dire de combien d'énergie ton corps a besoin en fonction de ton âge, de ton poids, de ta taille, de ton activité physique par semaine et de ton métier. Parce que comme je l'ai expliqué auparavant, je peux pas te dire mange 1500 calories par jour parce que c'est ce dont ton corps a besoin. J'en sais rien, c'est un chiffre qui est différent en fonction de chacun. T'as des applications comme BeStrong gratuites qui te permettent de calculer tout ça. Moi, il me semble qu'à l'époque, j'avais trouvé comme résultat 1900 ou 2000 calories. Moi, à ce moment-là, je trouve les 2000 calories, je suis environ à 1000-1300 calories, mais je vais pas passer de 1000 à 2000 d'un coup comme ça. Ce qui est conseillé pour la reverse diet, c'est vraiment d'augmenter petit à petit le nombre de calories par semaine. Moi, je faisais 100 calories environ par semaine. Tout ça dans le but d'éviter de me traumatiser par rapport à mes TCA et aussi pour ne pas se faire du mal à l'estomac parce que l'estomac réduit quand on arrête de manger. Et quand on reprend, il faut pas reprendre d'un coup parce que ça fait très mal au bidou. Et l'importance dans la reverse diet, c'est de se nourrir d'aliments bruts le plus possible, c'est-à-dire de ne pas prendre de choses transformées mais de beaucoup cuisiner à partir d'aliments bruts. J'ai fini par comprendre à force de chercher toutes ces infos sur internet que je ne pourrais pas grossir même si j'augmentais mes calories si j'apprenais à me nourrir de la bonne façon. Donc j'ai respecté cette règle d'aliments bruts, j'ai mangé le moins de choses transformées possible, de l'entrée au plat au dessert, je mangeais des choses que je cuisinais moi-même, comme ça je savais exactement ce qu'il y avait dans mes assiettes. Également, ce qu'il y a d'important dans la reverse diet, c'est de composer correctement ses assiettes. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui mes assiettes c'est donc 20% de protéines et là je pèse pas du tout, environ 100-150 grammes de pâtes ou de riz et 100-150 grammes de légumes. Je compose mes assiettes comme ça, mais je fais en fonction de mon appétit aussi. Si j'ai pas faim, je mets moins de pâtes ou moins de riz. Et le dernier secret pour réussir sa reverse diet, c'est d'avoir une bonne routine sportive.
avoir un entraînement qui est composé de la bonne façon en fonction de son objectif physique. J'ai évidemment continué de peser mes aliments et de rentrer mes calories dans une application. Personnellement, à l'époque, j'utilisais Yazio, mais je suis passée à MyFitnessPal parce que je vois les macronutriments. Je vois les glucides, lipides, protéines, ce qui n'est pas forcément le cas sur Yazio. Donc j'ai continué à peser, à voir mes calories et tout, et on peut se dire, mais avec tes TCA, c'était pas l'enfer? Eh bien, ma technique, c'est que je ne rentre pas forcément toujours tout dans l'application pour éviter de psychoter et pour éviter de faire ressurgir violemment mes TCA. Je mets toujours dans mon application ce que je mange au niveau des plats, mais si je prends un dessert inhabituel comme un brownie, un cookie ou je sais pas, je mange une poignée de chips, je ne le mets pas. J'applique la règle du 80-20. 20% d'efforts pour 80% de résultats. C'est souvent ça la règle dans le business quand on utilise le 80-20. Moi, je l'ai adapté à mon alimentation. 80% du temps, je mange sainement et 20% du temps, je ne regarde pas ce que je mange, je me fais plaisir. Et en fait, ça, je l'applique à la journée. Je suis pas trop pour bien manger toute une semaine et se venger pendant tout un week-end sur la nourriture. Moi, je sais que dans une journée, je vais manger 80% du temps très bien et 20% du temps, je vais faire des écarts. Je vais manger du chocolat en plus, je vais manger un brownie, un cookie, un paquet de chips ou des trucs comme ça. Mais je ne les calcule pas, je les mets pas dans l'application et je psychote pas dessus. Aujourd'hui, j'en suis où? J'en suis à 2000 calories par jour. La reverse diet a très bien fonctionné puisque je n'ai pas pris de poids en gras, j'ai pris du poids en masse musculaire. Quand j'ai commencé ma reverse diet, je faisais 55 kilos. Aujourd'hui, je fais 64 kilos. Sur le papier, j'ai repris mes 10 kilos que j'avais tant peur de reprendre, mais je n'ai jamais été aussi mince et musclée. Au niveau de ma shape, j'ai un fessier plutôt bombé, ce qui n'est pas possible si on ne mange pas suffisamment. J'ai des abdos presque apparent, je pourrais pas me vanter d'avoir le six-pack, mais j'ai la ligne du milieu, qui est une signification qui montre que je suis plutôt fine. Et j'ai des bras, mon bonhomme, t'as pas envie de te prendre une patate parce que je mets des patates de forain, moi. Et mon dos, c'est vrai que mon dos est plutôt développé, j'ai une force dos assez accrue. En sachant que je mange donc mes 2000 calories par jour, environ 120 grammes de protéines par jour, et je m'entraîne 5 fois par semaine à la salle. J'ai toujours mes TCA, et je pense que j'en aurai toute ma vie, comme je le disais, à partir du moment où on développe une relation malsaine avec la nourriture, c'est dur de l'oublier à 100% pour le restant de ses jours. Mais ils sont bien moins violents qu'auparavant. Parce que quand je me suis rendu compte que quand je mangeais plus, je ne prenais pas de gras, mais je prenais de la masse musculaire, j'ai bien été obligée d'admettre que la nourriture n'était pas dangereuse pour moi. Quand j'ai vu que mon acné disparaissait, que ma fatigue disparaissait, que mes saignements de nez disparaissaient, que mes règles sont revenues, j'ai été obligée d'admettre que la nourriture était un élément essentiel à ma survie. Et que mon objectif physique ne devait pas me mettre en mauvaise santé, surtout. Depuis, j'ai tenté de changer mon paradigme par rapport à la nourriture. J'essaye de voir mon alimentation comme une source d'énergie qui me permet de vivre et de faire des choses que j'aime, comme aller me promener, comme voir mes amis, comme aller faire du sport, comme me lever le matin et être en bonne forme, comme réussir à être productive au travail. Si on a une voiture et qu'on met plus d'essence, elle avance pas. C'est la même chose pour notre corps. On finit par tomber en panne au bout d'un moment. Moi, c'est ce qui m'est arrivé en 2021. Tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose tout le temps, j'ai des jours avec, j'ai des jours sans. Il y a des jours où j'y pense absolument pas et d'autres où je peux pas m'empêcher de culpabiliser pour la pizza que j'ai mangée la veille. C'est ça la réalité. Ça fluctue et c'est normal, ça dépend de mon état d'esprit, si je suis bien, si je suis pas bien. Forcément, si je suis pas bien, ça va plus avoir tendance à revenir facilement. Et comme surtout, j'ai jamais vu de professionnel sur le sujet pour réussir à m'en sortir, évidemment, c'est un peu plus difficile. Mais ce que j'essaye de me dire, c'est que ce ne sont que des pensées et que ces pensées négatives ne doivent pas avoir une influence sur mon comportement et sur mon physique. Donc quand ces pensées négatives arrivent, j'essaye de les accepter, de me laisser submerger par ça parce que plus on essaye de les repousser, pire c'est, plus elles reviennent fortement. Et une fois que ce sentiment, que cet état est passé, je n'essaye pas de me venger sur le sport. Je me dis pas, hier j'ai mangé une pizza, donc aujourd'hui je m'entraîne 2 fois plus. Non. Parce que dans tous les cas, ça n'éliminera pas la pizza. Et comme j'ai réussi à rendre mon métabolisme rapide de nouveau, je sais que cette pizza ne va pas être stockée, elle va être éliminée. Quand j'ai des pensées négatives, je les laisse me submerger et j'essaye de revenir à la raison. Enfin, si je peux me permettre, je te conseille de ne pas faire comme moi. De ne pas te renfermer sur toi-même et de consulter un spécialiste si tu t'es reconnu à un moment donné dans cette vidéo. Si tu as le moindre doute, il vaut mieux prévenir que guérir. Je suis convaincue que plus tôt le problème est pris en charge, plus vite tu pourras te rétablir. Ne prends surtout pas à la légère
légère les TCA puisque ça peut aller beaucoup plus loin que ce que j'ai pu décrire dans cette vidéo. Je pense que je fais vraiment partie des chanceux parce que je n'ai pas eu de séquelles, si ce n'est un métabolisme lent pendant plusieurs mois. Mais il y a des personnes qui finissent à l'hôpital et avec des troubles mentaux toute leur vie par rapport à l'alimentation et je t'assure que c'est pas ce que tu veux, tout ça pour avoir un corps qui est fait comme X ou Y. Dans tous les cas, mes DM sur Instagram sont évidemment ouverts. Si tu veux parler de ça avec moi, c'est avec grand plaisir. Je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas une psychologue, donc je ne pourrais pas régler tes TCA, mais si ça peut te permettre au moins d'ouvrir la discussion sur le sujet, je veux bien être un tremplin là-dessus. C'est nécessaire d'en parler et de ne surtout pas se renfermer sur soi-même. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'imagine qu'elle a été très longue et j'en suis désolée pour ça. J'ai essayé d'être claire et de pas trop m'éparpiller, mais comme c'est un sujet sensible, c'est hyper dur d'être concise, surtout que ça a duré pendant des années, ça a duré pendant 3 ans ce parcours, donc c'était difficile de le résumer en 5 minutes de vidéo. N'hésite pas à laisser un petit like si ce sujet t'a plu et à me poser tes questions en commentaire si tu en as ou alors sur Instagram en privé si tu n'oses pas le faire en public. Cette vidéo a été probablement moins drôle que les précédentes et j'en suis aussi désolée, mais cette chaîne YouTube est faite aussi pour parler de vrais sujets. Je veux pas simplement faire le clown sur internet, je veux être initiatrice de mouvements qui sont positifs et il faut absolument parler des troubles du comportement alimentaire dans le milieu sportif parce que c'est bien plus répandu que ce qu'on pense. Et je suis absolument certaine que des personnes comme moi qui libèrent la parole sur le sujet, ça permet d'avancer et de prévenir surtout. Dans le sens où j'ose espérer que des personnes qui se reconnaissent un minimum dans cette vidéo vont pouvoir diminuer l'impact des TCA sur leur vie, voire même anticiper le fait d'en avoir et de se sauver de ce trouble qui est difficile à avoir au quotidien. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si c'est le cas et je t'embrasse. Prends soin de toi. Il n'y a aucun objectif physique qui justifie de mettre à mal ta santé mentale.